Abou Aïdara, citoyen sénégalais, professeur au département de langue romane de l'UCAD, à la faculté des lettres et sciences humaines. Je suis spécialiste des études de l'isophone et du Brésil. Bon, je suis aussi africaniste parce que toutes mes œuvres que j'ai déjà publiées portent, disons, sur l'Afrique, relativement aux questions de développement, aux questions de démocratie, la jeunesse, etc., etc. Vous savez, quand on écrit en fait suivant les inspirations du moment. Bon, j'ai écrit sur l'Afrique, j'ai écrit sur l'esclavage, j'ai écrit sur, disons, les guerres de libération. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai essayé d'écrire sur mon parcours de jeunesse. C'est pourquoi ce livre-là, je l'ai intitulé « Éclat de souvenirs ». Et ces souvenirs portent essentiellement sur les péripéties, disons, les événements que j'ai traversés en fait durant ma jeunesse, partant de l'école primaire jusqu'au lycée. Et puis, voilà. Mais seulement, en fait, ce n'est pas une étude biographique en tant que telle. J'ai essayé effectivement de faire référence à des événements précis de ma vie et la vie des autres, parce qu'en fait, c'est des circonstances que je n'ai pas vécues personnellement, que je n'ai pas vécues tout seul. C'est des événements, bon, à caractère collectif, comme on dit. Donc, en fait, tous les gens qui vont, en tout cas ceux de ma génération, qui vont lire ce texte, vont retrouver effectivement les phénomènes, des réalités qu'ils ont vécues eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas une étude biographique en tant que telle, mais j'ai essayé, à partir des événements que j'ai vécus durant ma jeunesse, disons, dégager des leçons de vie, des leçons d'éducation. C'est pourquoi j'évoque ces questions de gouvernance, ces questions de politique, en faisant une comparaison entre les pouvoirs anciens qui ont prévalu en Afrique et les pouvoirs actuels, pour faire un peu en fait la différence, la distanciation entre, disons, les paradigmes qui ont prévalu à l'époque et ceux d'aujourd'hui, et montrer à partir de là que finalement il y a une dégradation en fait des mœurs politiques. Si on compare la période de Lat Dior, la période, les périodes antérieures, voilà, les rois comme Soundiata Keïta qui ont vécu, qui ont gouverné l'Afrique, disons, au Moyen-Âge déjà, en posant des valeurs sur le plan politique qui vraiment ont été des valeurs pionnières, sur lesquelles on peut s'inspirer aujourd'hui, en tout cas pour conduire correctement nos pays. Mais on a l'impression qu'avec le temps, ces valeurs ont disparu. Et finalement, en fait, c'est un recul, en tout cas du point de vue politique, du point de vue démocratique et par conséquent aussi du point de vue économique. Donc tous ces aspects-là, en tout cas, figurent dans ce livre-là. Évidemment, j'évoque les événements des années 60, parce que ce qui m'a poussé à le faire, c'est justement par rapport aux événements que nous avons vécus depuis 2019 jusqu'à 2023, avec en fait l'alternance politique extraordinaire qui s'est passée au Sénégal. Et effectivement, on se rend compte que l'histoire se répète un peu. Parce que si on compare la situation aujourd'hui entre le pouvoir politique de Macky Sall et le pouvoir, disons, l'opposition incarnée par Sonko et Diomaye, ça rappelle un peu en fait les différents politiques qui ont opposé Senghor et Mamadou Dia. Au point que Senghor a été obligé de mettre en prison Mamadou Dia. Là, j'explique effectivement en fait les problèmes en fait
qui ont été à l'origine justement de leur séparation. Mais là, j'essaie d'expliquer dans ce texte-là qu'au fond, ce qui a opposé Mamadou Dia et Senghor, c'est plutôt un problème de gouvernance, un problème d'orientation politique, un problème de souveraineté politique, tel que le veulent aujourd'hui, en tout cas, les nouveaux dirigeants Diomaye et Sonko. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que Sonko s'inspire un peu de la philosophie politique de Mamadou Dia. Donc, au fond, le différent entre Dia et Senghor, c'est un peu ça. Dia, africaniste avéré, qui a voulu rompre le cordon ombilical avec la métropole et gérer, disons, le pays selon en fait les valeurs africaines, le socialisme africain comme il le disait. D'ailleurs, à l'époque, le Sénégal avait opté pour le socialisme. La preuve, Mamadou Dia avait introduit les coopératives dans le domaine agricole. Il faut dire aussi que le socialisme, à l'époque, avait atteint presque son apogée. Pratiquement la plupart des grands pays du monde en fait, avaient opté pour le système socialiste. Donc le Sénégal n'était pas en reste, et la plupart des pays africains d'ailleurs. Donc à part ça aussi, je fais référence aux événements de 68. Évidemment, il y a d'éminents spécialistes, historiens qui ont écrit, comme le professeur Bathily, qui a été acteur. Donc son livre, en fait, sur 68, fait référence. Alors, ce qui fait que j'ai repris quelques aspects par rapport, en tout cas, à la situation qui a prévalu au Sénégal. C'est vrai que ce mouvement-là a des origines lointaines, depuis l'Amérique, passant par la France, a touché pratiquement tous les pays du monde, et finalement est arrivé en Afrique. Le Sénégal n'a pas été en reste, et je crois que cet événement-là a eu un impact extrêmement important, au point, en fait, de pousser Senghor, en tout cas, à prendre des réformes très importantes, parce qu'en fait, il a failli perdre le pouvoir. Alors, je fais référence aussi, parce que moi-même j'ai été acteur, j'étais jeune élève au lycée Malick Sy de Thiès, j'étais dirigeant, alors j'ai été victime aussi, en fait, de cet événement-là, parce qu'au moment où les étudiants, les dirigeants ont été, disons, cooptés, enfin disons obligés en tout cas de s'insérer en fait dans l'armée, Senghor comme sanction, tous les dirigeants justement ont été insérés dans l'armée obligatoirement. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore terminé leurs études universitaires. De la même manière, nous qui étions aussi en fait dirigeants au niveau des établissements scolaires, comme les lycées, bon, on nous a renvoyés en fait des établissements, ce qui fait que, bon, on a erré pendant au moins 3 à 4 ans pour pouvoir faire le bac. Voilà, ce qui a eu des perturbations dans nos études, etc., etc. Donc je retrace un peu tous ces événements-là. Évidemment, il y a l'aspect politique, il y a aussi d'autres phénomènes qui se sont produits. Évidemment, au niveau de la société, il y a eu des bouleversements sociaux. Parce que, comme je l'explique en fait dans mon texte, ce n'était pas une révolution comme on le voit à l'accoutumée. Parce que généralement, les révolutions, c'est des masses prolétaires, disons, qui sont laissés pour compte, qui prennent les armes pour lutter contre le pouvoir en place. Donc c'est des révolutions paysannes en général, ou bien des révolutions ouvrières. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. C'est plutôt du côté des bourgeois. Et ça peut présenter une contradiction, un paradoxe même, parce qu'en général, les bourgeois, bon, très souvent, c'est des milieux nantis sur le plan économique, etc., etc., à tel point que ça ne bouge pas trop en fait au niveau de ces classes sociales. Mais seulement en fait on se rend compte que la vie n'est pas uniquement en fait satisfaire les besoins matériels. Il y a aussi en fait des aspects liés à des catégories, disons, qu'on peut appeler catégories morales, comme la liberté, disons, voilà. Et c'est ça qui s'est produit
disons en France, les jeunes étudiants de Nanterre ont estimé à un moment donné que, évidemment sur le plan matériel, on n'est jamais satisfait, mais en tout cas, ils étaient dans une situation raisonnable. C'est pas ça qui a déclenché en fait cette grève de 68, mais c'est plutôt en fait cette soif de liberté, surtout liberté sexuelle, liberté des mœurs. C'est ça qui s'est produit, quoi. Parce qu'en fait, la société était trop contraignante, les libertés étaient pratiquement confisquées, plus ou moins. Donc ces jeunes-là se sentaient un peu étouffés dans leur être, dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, à tel point qu'ils ont senti le besoin, en tout cas, de réagir pour conquérir justement cette liberté de mœurs, disons très bien. Liberté sexuelle, liberté de s'habiller comme on veut, liberté de fréquenter les milieux qu'on veut. En tout cas, disons, une manière de se surpasser et en tout cas de franchir certaines barrières sociales qui constituaient en fait une enfreinte à l'émancipation dans leur vie quotidienne. Alors je dois signaler aussi que cette grève était extrêmement importante parce que c'est à l'issue de cette grève-là, c'est une conséquence, le général de Gaulle a perdu le pouvoir. Hein. C'est pour dire qu'en fait cette grève-là avait un impact extrêmement important dans le monde. Évidemment, en Afrique, la situation politique était plus ou moins catastrophique, ce qui fait qu'en tout cas, la société, notamment les étudiants, ont profité de cet événement-là pour greffer des problèmes, bon, relativement ancrés, en tout cas dans la société, et qui avaient trait, disons, à la politique, à la démocratie, à la liberté, à l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'études, etc., etc., etc. Donc j'aborde tout ça. Alors, puisque c'est éclat de souvenirs, donc, bon, j'ai greffé d'autres études. Et une de ces études est relative justement à l'histoire de Lat Dior Ngoné Latyr. C'est démêlé avec la France. Parce qu'à un certain moment, le Sénégal constitue en fait le dernier royaume. En Afrique, pratiquement l'Afrique tout entière a été colonisée, il y avait une domination nette de la France, mais il restait quelques bastions en fait de résistance, comme le Cayor dominé par Lat Dior. Et quand il s'est agi justement de construire ce chemin de fer qui avait en fait un objectif économique, hein, acheminer les marchandises coloniales, l'arachide, les phosphates, le coton du Mali, etc. C'est pourquoi ils ont conçu en fait le chemin de fer Dakar-Niger. Et conscient du danger que cela pouvait constituer, effectivement, Lat Dior avait un cadi qui s'appelait Halima Diakhaté Kala, un érudit de l'islam, n'est-ce pas, un intellectuel de haut niveau, qui a perçu le danger et qui a eu vite fait d'avertir Lat Dior pour empêcher en tout cas la construction de cette voie ferrée. C'est à partir de ce moment-là en fait que ces démêlés ont commencé avec la puissance coloniale jusqu'à sa mort à Dakhli. Voilà. Alors, j'ajoute aussi un autre élément, une autre étude qui a trait, disons, au dialogue islamo-chrétien. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islamophobie est en vogue, surtout en Europe. L'islam est décrié de tous les côtés, mais on se rend compte qu'aux époques passées, les musulmans et les chrétiens, en tout cas, ont vécu dans un climat de bonne coexistence. Une coexistence pacifique déjà au XIIe siècle, au Moyen-Âge, avec l'arrivée justement des musulmans dans la péninsule ibérique. C'est la fameuse conquête islamique. Vous savez que les musulmans ont vécu dans la péninsule ibérique pendant 8 siècles de domination et ont laissé en tout cas des impacts à tous les niveaux. Alors pendant cette période-là, malgré certaines dissensions, en tout cas, il y avait un climat de bonne entente entre musulmans et chrétiens. Il y avait des mariages même mixtes, hein. Voilà, il y avait des alliances qui se faisaient entre musulmans
est chrétien, pour lutter en tout cas contre l'ennemi extérieur, etc., etc. Il y a des moments même où, en fait, le trône du Portugal a failli être dominé par un enfant, disons, d'origine arabe. Parce que le roi du Portugal à l'époque, évidemment, avait épousé une femme musulmane arabe, d'origine arabe, et avait des enfants. Donc, à son décès, le seul garçon qu'il avait, et qui avait le profil, et qui légitimement, en fait, devait être roi, n'est-ce pas, était d'origine arabe. Voilà donc, en gros, ce que ce livre recèle.